Donc moi, je suis à l'origine, je suis journaliste scientifique depuis, on ne compte plus. J'ai travaillé 10 ans au quotidien Libération, j'étais à Paris, et puis j'ai travaillé 7 ans pour Le Monde avant de travailler en freelance en fait pour différents journaux dans les domaines des sciences, notamment des sciences de la vie, et je me suis spécialisé dans 2 domaines qui sont l'écologie et l'agriculture. Et puis, je vous la fais court quand même, je ne vais pas raconter toute ma vie parce que c'est un peu long. Merci beaucoup. Et en fait, après, je suis parti un peu à l'étranger. Quand je suis revenu à Paris, je me suis dit non, Paris, c'est plus pour moi. La ville, j'avais envie de campagne, donc je suis redescendu dans le sud parce que j'en viens à l'origine et je me suis installé en pleine campagne. Et quand vous êtes en pleine campagne, c'est formidable parce que vous êtes en l'occurrence en pleine garrigue dans l'Hérault. Mais pour travailler, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, pour continuer ce travail, en fait, j'ai un peu basculé du journalisme à l'écriture de livres. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par un éditeur qui est les éditions Belin, que je remercie. Et pendant 10 ans, en fait, j'ai fait des livres, à peu près 8 ou 10, je ne sais plus. Et toujours des livres d'enquête d'un côté et des livres de ce qu'on appelle des beaux livres en collaboration avec d'autres, ce qui est aussi très agréable. Et les livres d'enquête, j'en ai fait sur les abeilles parce que c'était voilà, un intérêt que j'avais particulièrement. J'en ai fait aussi sur l'agroécologie, je vous en parlais ce soir, c'était Vive l'agro-révolution française. Et puis j'ai fait ce livre Manger écologique avec un point d'interrogation. Et le dernier que j'ai fait, c'est sur l'agrotechnologie, en fait, pour réfléchir à toutes les nouvelles technologies qui arrivent dans le monde agricole et quels sont les impacts en fait de ces technologies. Voilà. Et puis, je suis actif aussi au niveau associatif et l'année dernière, le mouvement Colibri, que je ne connaissais pas ou pas vraiment, est venu me proposer de les rejoindre, ce que j'ai accepté bien volontiers. Et donc, depuis 1 an, je travaille au sein du mouvement Colibri. Ce mouvement, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été créé à l'impulsion de Pierre Rabhi, qui est un agrobiologiste et philosophe, on peut dire, qui est aujourd'hui dans les Cévennes et qui a œuvré depuis bien 30 ans pour une autre agriculture, pour essayer aussi de transmettre entre des pays du Nord et des pays du Sud des expériences qui pouvaient se faire des 2 côtés des montagnes et des mers, et puis pour pouvoir également, je dirais, hâter la transition écologique et humaniste de tout un chacun, que ce soit des individus ou des collectifs, et c'est vraiment la raison d'être de Colibri. Colibri, c'est vraiment pas un mouvement, je dirais, classique, dans le sens où il ne délivre pas un prêt-à-penser. On a un certain nombre de convictions ou d'idées qui nous sont fortes et auxquelles on tient, mais notre idée, c'est vraiment de créer les outils pour réfléchir ensemble et penser par soi-même. J'aime bien cette formule parce qu'elle dit beaucoup de choses de notre mouvement. Et on n'est pas trop vertical. Alors là, je suis très descendant par rapport à vous. Mais en général, on n'est pas forcément que horizontal, c'est-à-dire qu'on est aussi dans des capacités d'impulsion, mais on est vraiment dans de la co-construction de ce monde de demain qu'on essaye d'être, et qu'on espère, plus écologique et plus humaniste. Voilà. Et ce dont je vais vous parler ce soir, à la demande de nos amis du patronage laïque, c'est donc réfléchir avec vous sur quelle alimentation de demain. Ce que je vous propose, en fait, c'est de donner quelques éléments de repère que j'ai sélectionnés pour qu'on partage un peu des éléments ensemble pour nourrir une discussion. Mais vu quand même le côté prospectif de la question, moi je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un prospectiviste non plus, et je pense que cette question, tout le monde se la pose un peu, en tout cas plus ou moins, et que tout le monde aussi a des idées sur le sujet, et je pense que c'est bien de créer un espace d'échange pour cette soirée. Donc je vous propose dans un premier temps de vous donner quelques repères, et puis d'échanger avec vous sur le sujet, et assez librement.
Le premier repère, donc c'est les questions qu'on peut se poser, me semble-t-il, autour de ce titre, c'est voilà, comment nourrir donc de façon saine et équilibrée 11 milliards d'individus à l'horizon 2050, comment préserver en même temps nos ressources naturelles, comment maintenir des productions locales et faire vivre correctement nos paysans, et comment faire essaimer ces agricultures écologiques dont on pourra parler et ces modes de consommation plus durables et où les consommateurs sont ce qu'on appelle aujourd'hui un peu des consommateurs, donc ont pris en main aussi leur mode de consommation. Donc il me semble que c'est quatre questions qui pourraient nourrir notre réflexion ce soir. On pourrait y être pendant des jours, mais au moins essayer d'amorcer des choses ensemble pour peut-être aussi susciter des envies d'initiatives et de rejoindre des initiatives qui peuvent exister, ne serait-ce que sur Paris. Je vous donnerai des éléments sur la crise écologique de l'agriculture productiviste, donc celle qui évidemment produit notre alimentation, le plus grand nombre. Donc je vous ai réuni un certain nombre de données qui vont depuis voilà, des pollutions nitrates qui sont liées donc à des engrais chimiques, mais aussi des érosions. Donc vous voyez avec des niveaux d'érosion qui sont assez disparates en réalité, des problèmes de disparition aussi importante de la biodiversité dans l'espace rural, et ça concerne absolument tous les groupes d'organismes, mais notamment on a beaucoup parlé des abeilles, mais pas seulement, les oiseaux, c'est très très net, les oiseaux sont en chute libre dans le monde rural, et ça depuis pas mal d'années, et c'est très bien documenté. Et puis d'autres éléments que vous pouvez découvrir. Je passe parce que ça, voilà, beaucoup connaissent, ont déjà entendu parler, donc c'est juste un rappel. Autre élément important, le poids de l'élevage dans la crise écologique, et c'est lié dans notre alimentation, même si, en gros, tout le régime carné et tous les produits animaux sont en forte baisse depuis maintenant 20 ans en France et dans tous les pays occidentaux, on a quand même ce poids de l'élevage dans les bilans écologiques et des ressources naturelles qui est extrêmement important. Parce que si on est en baisse par individu des quantités de viande et des quantités de produits carnés en France et dans le monde occidental, on reste quand même à des niveaux élevés. Et par ailleurs, il y a les pays d'autres zones comme les pays émergents, ce qu'on appelle les pays émergents, donc que ce soit en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, ou même une partie de l'Afrique où il y a une montée de la consommation de produits animaux. Je vous donne un exemple qui me traverse à l'instant l'esprit. En Inde, où on a par exemple les produits laitiers qui sont de plus en plus consommés, ce qui d'ailleurs n'est pas sans poser de problème par rapport à la religion dominante de cette région. Mais tout ça pour vous dire que donc on a vraiment un souci au niveau des bilans écologiques, puisque vous voyez l'impact des bovins, mais aussi de la volaille, par rapport uniquement à de l'agriculture et à de l'alimentation végétale. Donc ça, c'est juste objectif. Je ne suis pas dans un discours de là, s'il faut manger plus de viande ou pas. C'est juste pour vous donner quelques repères. On pourra évidemment discuter ensuite et ensemble des régimes alimentaires qui seraient susceptibles d'être plus durables ou pas. Donc également sur la consommation annuelle d'eau, on est exactement dans les mêmes tendances. Ou l'impact carbone, vous savez, on parle beaucoup des changements climatiques. Vous voyez, pour la production donc d'un kilo d'équivalent CO2, donc un gaz à effet de serre, qui est responsable des bouleversements climatiques que toute la planète éprouve depuis maintenant pas mal d'années, eh bien, pareil, les impacts de la production de viande sont très très importants, et ça lié à ce que ça dégage à la fois en méthane, en consommation secondaire par des productions d'engrais qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre, et puis de sols qui sont déforestés, etc., etc.
Je passe parce que ce n'est pas l'essentiel de mon propos. Autre élément aussi de l'impact de notre alimentation, tel que de la structure dominante de notre alimentation, c'est qu'en fait, on est dans une... Alors même que notre pays peut s'enorgueillir d'une grande richesse au niveau des territoires de l'alimentation, avec beaucoup de diversité de produits, de qualité, on a quand même des modèles très dominants, et je reparle à nouveau là des produits animaux, parce que, par exemple, là où hier on avait beaucoup de légumineuses, notamment pour le bétail, eh bien vous vous rendez compte qu'elle était très répartie sur le territoire, et aujourd'hui on est extrêmement réduit en zone de culture de légumineuses. Et les légumineuses, en gros, ça a une fonction au niveau écologique qui est très importante, parce que si vous prenez la luzerne, il y a une capacité en fait de captation de l'azote de l'air, de les récupérer en quelque sorte au niveau racinaire et de les rediffuser dans le milieu immédiat. Donc, en quelque sorte, c'est un engrais naturel, on va dire. Et quand on insère en fait des légumineuses dans une rotation de culture, eh bien, ça permet de lever le pied sur les apports d'engrais. Donc, vous voyez bien qu'il y a un impact, tout ça est évidemment lié. De la même manière, vous voyez que, alors qu'on baisse les légumineuses, en fait, le modèle agricole dominant va passer de rotation blé-colza, en gros, de façon assez éparse dans les années 80 à extrêmement dominante dans les années 2010 et actuelles. Donc, toutes ces transformations vont avoir des impacts à la fois sur les ressources naturelles, mais aussi sur les produits alimentaires et leurs coûts. Deuxième élément clé, une crise socio-économique des producteurs de notre alimentation, chute du nombre d'exploitations. Je le fais assez court parce que ça, vous en avez quand même pas mal entendu parler ces dernières années. Recul de l'emploi agricole. Je vous ai mis quelques données. En gros, on dit 1 à 2 fermes disparaissent par heure. C'est une image, ce n'est pas une réalité purement scientifique, mais c'est une image et une tendance qui, elle, est valide. Je vais vous donner, voyez, cette courbe qui nous est apportée par un chercheur de l'INRA. Elle montre très bien que, quelles que soient les filières agricoles, on est dans la même tendance sur la chute des exploitations agricoles. Avec un vieillissement de la population, puisque les plus de 50 ans sont passés de 33% en 2000 à 43% en 2007, et ça continue. Donc on a un vrai, en plus, souci de transmission des fermes et de relève qui peut être aussi lié, ou en tout cas concomitant au fait que les prix du foncier agricole sont élevés, on a du mal à installer des jeunes, et dans le même temps, il y a de l'investissement qui se fait par du capital, des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu agricole, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. Vous avez entendu parler de temps en temps de rachats de fonds de pension ou de capitaux chinois, par exemple, notamment dans le Berry, dans des proportions extrêmement importantes. Mais il n'y a pas que les Chinois, il y a plein d'organismes qui s'y intéressent. Et dans le même temps qu'il y a une disparition évidemment d'un nombre d'exploitations, vous avez un phénomène de concentration, c'est-à-dire que vous avez une disparition en fait des petites et des moyennes exploitations et une progression très forte des grosses exploitations. Donc on est vraiment dans un phénomène de concentration, et ce que nous vivons en France, c'est vraiment une situation qui est vécue à l'échelle européenne de la même manière. Dernier élément un peu de cette crise économique, revenu et endettement. Ce chiffre qui est important, je vais vous le réactualiser, il est aujourd'hui de plus de 182 000 en moyenne par exploitation. Voilà, ramenez-le à vos budgets à vous. Vous voyez à quel point c'est très préoccupant. C'est-à-dire qu'on a quand même poussé en 50 ans d'agriculture intensive, ou en tout cas intensifié, on va dire, on a poussé quand même à l'endettement de nos agriculteurs, donc de nos producteurs alimentaires, par des tas de biais d'ailleurs. Ça peut être à la fois pour gagner en surface, pour gagner en nombre de têtes, de bétail, mais aussi pour l'équipement. On a un suréquipement en France dans les fermes, qui est un sujet très très préoccupant. Et tout ça fait que
on a des niveaux d'endettement qui fragilisent terriblement les exploitations, qui posent aussi d'ailleurs un problème sur la transmission, parce que quand vous avez des fermes qui sont surendettées, ce sont des fermes qui vont avoir une grosse difficulté à trouver des repreneurs. Donc avec des niveaux aussi de part de l'agriculture dans le PIB national qui ne cesse de baisser. Vous voyez que dans les années 30, l'agriculture représentait 30% du PIB. On en est aujourd'hui à peu près 1,5%. Donc, c'est un changement d'époque, c'est clair. Et le changement d'époque, il n'est pas simplement du nombre d'agriculteurs. Je pense que c'est plus... un sociologue, Mandras, disait, du CNRS, disait dans les années 70-80, il parlait à la fin des paysans. C'était le titre d'un ouvrage. Moi, je parlerais plutôt de la fin du paysanat et de la culture paysanne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une énorme transformation des modes de production alimentaire, où on est peut-être moins dans... alors, on n'est plus dans la ferme familiale, hein, enfin, quasiment plus. Il y en a encore, hein, des fermes dites familiales. En plus, il faudra après interroger vraiment les structures, ce que ça recouvre exactement. Mais en gros, on a vraiment aujourd'hui des modes de structure juridiques, sociales qui sont extrêmement nouvelles, qui sont mal connues d'ailleurs du monde urbain, hein, où on peut se retrouver avec d'abord des phénomènes d'association, ça c'est pas inintéressant. Il y a des tas de formes juridiques d'association où en gros on a un peu comme des coopératives hein, dans d'autres secteurs qui existent, ce qu'on appelle des GAEC notamment, et on a également des gens qui vont, le paradoxe de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'investissement capitalistique dans le milieu agricole et alimentaire, fait qu'on peut se retrouver avec ce paradoxe qui fait que on a une exploitation peut appartenir jusqu'à 99% juridiquement à des fonds de pension ou à des capitaux étrangers, étrangers à la ferme, c'est ça que je veux dire, pas forcément étrangers en termes de pays, alors même qu'ils ne sont absolument pas agriculteurs. L'agriculteur a 1%, ce qui lui permet de continuer à percevoir des aides de l'Europe. Donc, en quelque sorte, les investisseurs, ils récupèrent les aides, en fait. Hein. C'est un peu ça le système, alors même qu'ils sont rien à voir avec le monde agricole. Donc, et ça, ils vont pouvoir investir, ces investissements de type boursier, hein, c'est pas du tout de l'investissement durable, ça peut être de l'investissement qui soit passager, de quelques années, et puis des fonds ou de capitaux qui vont basculer sur d'autres secteurs plus juteux à d'autres moments donnés, selon les marchés. Le fric, en tout cas beaucoup ça. Une évolution qu'on voit, et vous voyez depuis quand même quelques années une forte crise des revenus. Vous le voyez là, on a aujourd'hui une moyenne de 28 000 euros, un chiffre qu'on vous a donné plusieurs fois dans la presse, près de la moitié, on dit 40% à peu près, des agriculteurs actuels vivent avec 350 euros par mois, ce qui est évidemment extrêmement bas. Il faut regarder ces chiffres d'un peu plus près parce que ça ne comprend pas, par exemple, toutes les immobilisations, ça ne comprend pas le patrimoine. Hein, il faut quand même restaurer un peu les choses. Mais c'est vrai qu'en termes de revenus, il y a beaucoup d'agriculteurs. C'est plus qui tirent le diable par la queue. Je veux dire, c'est vraiment qu'ils sont en énorme difficulté. Et beaucoup d'agriculteurs sont, d'où les courbes hein, de disparition des fermes. Si je vous donne tout ce contexte agricole, c'est qu'évidemment, c'est eux qui produisent notre alimentation. Donc ce n'est pas sans lien avec la qualité et les coûts de notre alimentation, et je vais y venir. Donc je vous passe un peu rapidement cette joyeuseté du fait que ça se traduit aussi par des suicides. C'est quand même dans le monde agricole, parmi les catégories socio-professionnelles en France qui sont les plus affectées par le suicide. Hein. Donc je voulais vous le glisser quand même. C'est un peu un tabou, mais c'est la réalité. Voilà. Des choses quand même qui sont, on va dire, plus réjouissantes. On a des pesticides en baisse, mais encore trop. Hein, alors voilà, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est clair qu'on est en baisse. Alors, pas parce que, honnêtement, enfin moi c'est mon analyse, pas parce que nos agriculteurs, dans leur immense majorité, sont devenus des écolos, mais juste dans leur immense majorité, ils sont devenus plus pauvres. Donc quand on est plus pauvre, on essaie de faire des économies. Et quand on fait des économies dans le monde agricole, le meilleur moyen, quand on est en production alimentaire,
c'est de réduire les coûts de production. Et les premiers coûts de production qu'on essaie de réduire, c'est ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire tous les pesticides et les engrais. Et les passages, évidemment, de tracteurs, donc de gazoil, d'hydrocarbures utilisés. Hein. Donc, il y a une réduction, on le voit, très claire, très nette, depuis maintenant 15 ans, liée en partie, je pense, et en grande partie, à des problèmes de coûts et de moyens, mais aussi parce que dans un certain nombre de professions, et maintenant ça c'est bien documenté, il y a des impacts sanitaires, évidemment, de ces pesticides. Et même des engrais au niveau de l'eau et des impacts que ça a pour toute la population qui va boire de l'eau qui va être contaminée par des engrais azotés. Et au niveau des pesticides, c'est particulièrement vrai pour les professions viticoles, arboricoles, hein, des fruitiers, où on sait que c'est des cultures qui sont extrêmement traités. Et donc, ces catégories agricoles, des agriculteurs, sont les premières exposées. Il ne faut jamais l'oublier. Avant vous, consommateurs, qui pouvaient consommer, quand vous ne mangez pas bio, qui pouvaient consommer des produits voilà, où il y a des traces de pesticides, je parle bien de traces, les premiers exposés, c'est ceux qui les émettent et ceux qui les pulvérisent, et c'est en général les ouvriers agricoles, voire les chefs d'exploitation. Et donc, ces deux raisons, économiques et de santé, fait qu'il y a une baisse. Alors, il n'y a pas une baisse du tout généralisée, c'est-à-dire que, vous voyez, ce qu'on a beaucoup baissé, c'est les insecticides, c'est-à-dire ce qui tue donc les insectes non désirés, on va dire ça comme ça. Mais ce qui reste quand même relativement important, c'est les herbicides, le fameux Roundup qui défraie la chronique depuis un moment, qu'on accuse d'être cancérigène, hein. Et puis, beaucoup, surtout, les fongicides, c'est-à-dire tout ce qui va combattre les champignons des cultures, en particulier pour les grandes cultures, hein, les céréales. Bon, je vous passe ça rapidement. Il y a une mesure depuis maintenant Sarkozy, 2007, donc depuis 10 ans, qui s'appelle le plan Éco-Phyto. Alors, il s'appelait... le plan Éco-Phyto qui devait diviser par 2, bon, on n'y est pas arrivé. Donc voilà, chaque fois on le prolonge, on redonne une nouvelle perspective, etc. Mais la réalité fait qu'en fait, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais peut-être moins décliner toute cette partie, parce que ça c'est une partie... On y reviendra, si vous voulez. Donc ça, c'est plus, voilà, c'est plus sur des modes agricoles. Je voudrais revenir sur un point de consommation qui me semble important, avant de peut-être échanger sur quelques points sur l'agriculture de demain avec vous. Bon, on pourrait y revenir. C'est des modes de culture agricole dites écologiques qui, voilà, qui sont pas inintéressantes. Mais voilà, c'est ça que je voulais revenir avec vous. Je voulais en venir avec vous sur ces quelques repères-là, vous dire que l'une des questions, alors je vous ai montré les conditions de production de notre alimentation, leurs impacts que ça avait au niveau des ressources naturelles, mais aussi au niveau de l'impact social et économique. Il y a un autre paramètre qui est très important. Si on regarde les choses du côté consommateur, en fait, la première chose qu'il faut pointer, c'est que les budgets alimentaires par ménage en France sont bas et ne cessent de baisser, en fait. Si vous reprenez en proportion, en particulier par rapport au budget global, hein. On est passé, en gros, après-guerre, c'était le premier poste du budget, à aujourd'hui le troisième, c'est-à-dire que le troisième, voire le quatrième, selon les années. C'est-à-dire que ce qui est en tête, c'est le logement, les transports, et ce qui est venu s'immiscer avant l'alimentation, c'est tout ce qui est loisirs, hi-fi, téléphone, voilà. Voilà. Pardon ? Les boîtes à malice, comme vous dites. Donc, tout ça pour vous dire que moi, ça me questionne. C'est-à-dire, ça me questionne, c'est-à-dire que c'est quoi les priorités pour les consommateurs dans leur grande masse que de mettre l'alimentation, pas en queue de peloton, mais en gros,
pas en tête, en tout cas, de ses préoccupations. Évidemment, après, il y a un incontournable, un logement et transport. Bon, ça me paraît évident qu'il y a un besoin, et il y a vraiment une nécessité. IFI, avant l'alimentation, voilà. Alors, je vous ai donné quelques éléments comme ça, qui donnent des images un peu sur les représentations qu'on a de l'alimentation, qu'on soit adulte ou enfant. Bon, souvent on trouve ça trop cher, hein, on entend régulièrement que les prix sont trop chers et on veut toujours moins dépenser. Alors, je vais être peut-être un peu provocateur, mais je pense qu'on ne s'en sortira pas si on continue dans cette même logique. Je sais qu'il y a vraiment des populations qui sont en difficulté. Et je pense que bien s'alimenter de façon équilibrée, quand on a un budget extrêmement limité, c'est une question qui est tout à fait compliquée. Je repense toujours à ce que dit la nutritionniste de l'INRA, qui est Nicole Darmon, cette femme avec laquelle on travaille en ce moment à Colibri, qui est une femme, je trouve, assez épatante. Elle travaille dans les quartiers nord de Marseille, et si vous connaissez cette ville, les quartiers nord de Marseille, ce sont des populations extrêmement pauvres. Et elle a fait d'abord une enquête sur quel était le panier d'un certain nombre de populations avec lesquelles elle travaillait dans ces quartiers. Elle s'est rendue compte, en gros, qu'ils étaient à peu près autour de 4 € par jour et par adulte. Et elle a regardé la composition, après, du panier, hein, de leurs achats. Et sa question, elle, en tant que nutritionniste, c'était comment faire en sorte que ces populations puissent avoir une alimentation de qualité et je dirais équilibrée. C'était ça sa préoccupation en tant que nutritionniste. Et assez vite après quelques années d'études et de réflexion avec ces gens-là, elle s'est dit, mais en fait, là, je suis sur un seuil. C'est-à-dire, ce qu'elle explique dans ses études, c'est que 3,50 € à 4 €, pour elle, c'est vraiment le seuil en deçà duquel on ne peut pas avoir une alimentation équilibrée. Voilà. Donc, j'entends bien et quand je discute avec mes amis d'ATD Quart Monde qui font un travail formidable aussi sur la question, hein, et qui réfléchissent exactement aussi dans le même sens, c'est-à-dire, c'est pas simplement de se dire on va résoudre le problème par l'aide alimentaire. Ils ne sont pas du tout là-dedans, ATD Quart Monde. Hein. Peut-être vous avez cette idée, mais ils ne sont pas là-dedans. Bien sûr qu'il faut aider des gens totalement démunis, mais ils sont plutôt à réfléchir. Et Nicole Darmon, cette nutritionniste, est dans la même dynamique. Et nous, à Colibri, on est en train de se réfléchir aussi dans ce sens-là, sur comment on peut accélérer l'autonomie ou améliorer l'autonomie alimentaire des populations. Et plutôt l'autonomie alimentaire vers une alimentation de qualité. Donc après, la notion de qualité, je pense que ça demande à être discuté. Parce que tout le monde peut avoir une définition qui peut être différente de la qualité. D'ailleurs, tout à l'heure, on va s'amuser, je vous poserai la question, pour savoir qu'est-ce que vous entendez par qualité. Tout ça pour vous dire que réfléchir à comment je peux améliorer l'autonomie alimentaire de la population, ça implique beaucoup de choses. Ça implique des questions qui sont des questions de coût. Ça implique les questions de capacité de production en tant que consommateur. Est-ce que nous aussi, là où nous sommes, notamment dans les villes, 75% de la population française, hein, et en zone urbaine, est-ce que dans ces zones-là, par exemple, on peut commencer ou améliorer, pour ceux qui ont la chance d'avoir des jardins ou avoir accès à des jardins potagers, est-ce qu'on peut produire une partie de notre alimentation? Toutes ces questions, elles sont pas, c'est pas des questions de bobo. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, c'est sympa les jardins partagés, le coup du dimanche, etc. C'est pour une certaine population. Oui, et c'est bien le problème. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est réservé à une certaine population, et c'est très bien ce que montre cette nutritionniste dans les quartiers nord de Marseille. C'était son analyse suivante. Elle disait, mais enfin, ces gens, ils vont prendre le métro à Marseille, traverser toute la ville pour aller au quartier Noailles. Quartier Noailles, c'est un marché qui est cosmopolite,
où on trouve les prix les plus bas de toute Marseille, voire de toute la France, qui viennent de partout, en cargo. C'est des prix défiant toute concurrence, qui fait que ces populations de Marseille traversent la ville pour pouvoir se nourrir. Hein. Et donc, elle se dit, mais c'est quand même un paradoxe, alors que dans le même quartier, j'ai repéré quelques jardins, mais là, ils n'y ont pas accès. Pourquoi ils n'y ont pas accès? Je ne sais pas, comment vous avez une idée pourquoi ils n'y ont pas accès? Pardon? Les gens qui y travaillent ne sont pas des agriculteurs, ils ne savent pas comment faire des cultures, comment cultiver des plantes alimentaires. Oui, il y a cette... Même s'il y a des jardins, je veux Bien sûr. dire, les gens commençaient à planter, ils ne savent pas faire ça. Vous avez raison, il y a cette première chose qui vient, c'est-à-dire c'est une question de culture, il y a une question d'éducation. On a totalement rompu le lien avec nos racines agricoles. Hein. Tout le monde avait, il y a quelques années, avant-guerre, mais même après-guerre, hein, tout le monde avait la famille agricole, c'est aujourd'hui largement fini. Vous avez raison, mais il n'y a pas que cette raison. C'est-à-dire que des gens qui... même, voilà, sont pas des producteurs, on font un autre boulot, on juste pas le temps. Ils n'ont pas accès aussi parce que cet espace n'est pas pour eux, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est culturellement, pour certains, d'un certain niveau, c'est plus un genre d'espace, si vous voulez, de loisirs, auquel finalement ces loisirs-là, ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas l'accès. C'est pas pour eux, quoi. C'est pas. Voilà. Alimenter la... Absolument pas. Ah non. Ah non, 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 je vous rassure tout de suite. Enfin, je vous rassure. Ah non, non. Ah non, non, pas du tout. Ah non, non, je vous dis pas du tout que ça va résoudre le problème alimentaire des populations, par exemple, de Marseille. Non, non, pas du tout. Je vous disais juste de comment on peut à la fois améliorer peut-être un peu l'ordinaire, parce que quand même, quand on est à 3,50 à 4 euros, c'est... Voilà, vous imaginez, vous faites vos courses, vous imaginez. Comment on peut améliorer et comment surtout on peut être un peu acteur aussi de son alimentation. Et d'un coup, regarder son alimentation autrement, peut-être rentrer dans du troc à des moments donnés. Et elle, en tant que chercheuse, elle s'est dit, mais tous ces gens, ils vivent en bar HLM. Tous ces gens, ils ont des balcons. Et en fait, elle était en train de réfléchir, ce que je trouvais plutôt une idée intéressante. Elle disait, mais en fait, eux, ils peuvent faire des semis, là où les jardins alimentaires, ils n'y ont pas accès. Donc il peut commencer à faire un peu de l'échange. Mais vous avez raison, il y a un peu un gap culturel, il y a une question de culture et d'éducation à ça. Mais vous savez, Pierre Rabhi, quand il a commencé son travail, et il en est là aujourd'hui dans sa réflexion, hein, il dit, en fait, on ne s'en sortira pas de la crise alimentaire dans laquelle on est si on ne se remet pas, nous aussi, chacun à notre niveau, à produire de l'alimentation. Ce qui ne veut pas dire à produire toute notre alimentation. Ça veut dire juste qu'il y a un moment donné, un peu partout où on a des capacités de se remettre en lien dans des productions alimentaires. Je ne vous dis pas que ça règle le problème alimentaire, surtout dans les villes. Et d'ailleurs, vous discutez, enfin, vous vous rendez compte vous-même, il n'y a pas d'espace pour ça. Aujourd'hui, on développe, par exemple, sur Paris, des cultures sur les toits qui ont plein de vertus, voilà, notamment isolantes, qui font abaisser pendant l'été de quelques degrés possiblement. Il y a plein de projections qui nous le disent, hein, les températures pendant l'été, donc ça pourrait être intéressant. Mais je suis d'accord, on est hors proportion. Voilà. Simplement, le lien que ça crée, le lien d'échange, et d'ailleurs, les premiers bilans, ils sont moins en quantité alimentaire que dans la qualité de l'échange qui est créé dans ces espaces. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a un bilan qui est assez joli sur les jardins à Paris, par exemple. Tous les jardins partagés. En fait, il y a des études qui ont montré que beaucoup de gens viennent, en fait, pour échanger des recettes. Pour s'échanger des recettes, pour parler de son pays, pour parler de sa culture. Donc de tout type de culture. Et ce qui fait que c'est vraiment un lieu d'échange et de resocialisation pour plein de gens. Donc, ne nous trompons pas de débat, merci de l'avoir soulevé. Je ne vous dis pas que la solution alimentaire, notamment dans les villes, 75%, donc de la grande majorité de la population, c'est par les jardins en ville, mais se remettre dans cette dynamique-là, remettre par exemple des ceintures vertes dans les villes, ça me semble être la voie qui était indispensable, non suffisante, mais indispensable. Redonner une qualité et un espace, si vous voulez, à l'agriculture.
Typiquement, il y a une étude à Rennes, par exemple dans la métropole de Rennes, qui a été menée à l'agrocampus de Rennes, qui était assez intéressante, qui réfléchissait à comment on peut être autosuffisant pour la ville de Rennes, par exemple. Alors, ils ont regardé 2 scénarios. Ils ont regardé un scénario d'une type de consommation constante, c'est-à-dire celle qui est majoritaire actuellement à Rennes. On la projette avec une évolution démographique à Rennes 2030. Ça, c'était le premier scénario. Et le deuxième scénario, c'était en réduisant un certain nombre d'aliments, notamment des produits carnés, qui sont consommateurs de surface. Je vous renvoie à mes premiers schémas. Dans le premier scénario, ça voulait dire que la métropole de Rennes augmente la taille de ces espaces cultivés, donc dans tout ce qu'on appelle les ceintures vertes, hein, de 2,5. Ça, c'était le deuxième scénario, de 2,5. Donc, dans un scénario, on va dire, le plus exigeant, il fallait quand même augmenter de 2,5 la surface des cultures de Rennes, dans la métropole de Rennes. Et si on était à consommation constante, on en était à plus de 5. Voilà. Ça vous montre le gap, sur une ville comme Rennes, le défi de se mettre dans une perspective d'autosuffisance, ou en tout cas d'approcher une autonomie alimentaire. Mais de toute façon, ne nous trompons pas, les villes et les grandes villes, et plus ça ira, plus on ira vers des tailles de villes importantes, elles ne sont pas faites pour produire. On a créé les villes ne sont pas des lieux de production alimentaire. On peut produire en partie, c'est ça que je veux dire. On peut produire sur des balcons, on peut produire sur des toits. Il y a plein de projets, il y a des projets de fermes verticales, par exemple, qui sont nés dans plein de villes dans le monde, qui sont encore plus ou moins prototypiques, hein, où on imagine, on se dit, ben voilà, on ne peut pas gagner en surface, on va gagner en hauteur. Bon, ben voilà, il y a des idées d'immeubles de production. Pourquoi pas? Mais en rapport d'échelle, je vous l'accorde parfaitement, on ne réglera pas le problème alimentaire, simplement en donnant une partie de cette alimentation, on va aussi redonner une place à l'agriculture qui est un peu perdue, parce que c'est un peu loin, quoi. Hein. Et plus on va être dans cette distance par rapport à notre alimentation, plus, à mon avis, on va avoir des difficultés à remettre, je dirais, les capacités de production dans le bon ordre, et notamment à y redonner de la valeur. Je vous disais tout à l'heure sur les prix, si on n'augmente pas notre budget alimentaire, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Et ça, c'est pas simple, parce qu'il y a plein de populations qui aujourd'hui, vous leur dites ça, vous êtes gentil, vous gagnez combien? Et là, on a une discussion de revenus. Et moi, je me dis, mais écoutez, on a une sécurité sociale. On sait l'impact de l'alimentation sur la sécurité sociale, sur notre santé, et donc sur la sécurité sociale. Est-ce qu'il n'y aurait pas à envisager, comme d'ailleurs ça avait été envisagé à d'autres moments hein, de l'histoire, de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire des caisses où, en fonction des revenus et des ressources, on puisse avoir de l'aide alimentaire, mais qui ne soit pas de l'aide au coup par coup, par les Restos du Cœur ou par des associations caritatives, mais plutôt des aides qui sont vraiment des aides à mieux manger et aussi à mieux produire. Parce que tout ça est lié. Tant qu'on n'aura pas investi davantage sur notre alimentation, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire aider ou pas, les producteurs, ils ne s'en sortiront pas. Vous ne pouvez pas continuer à avoir des prix du lait aussi bas. Vous ne pouvez pas continuer à payer des fruits et légumes aussi bas dans les étals des supermarchés, qui parfois et souvent d'ailleurs viennent de l'étranger, parce que de l'Espagne, du Maroc ou des Pays-Bas, qui sont produits, ou d'autres pays, hein, qui sont produits avec des ouvriers agricoles qui sont sous-payés par rapport à nos salaires à nous. Cette concurrence-là fait que jamais nos agriculteurs ne pourront s'en sortir. Vous pouvez faire tous les plans que vous voulez, c'est incontournable cette question-là. Donc cette question, elle nous est posée à tous. Elle n'est pas que simplement au gouvernement par rapport, je ne sais pas, à la grande distribution. Non, non, nous, on a un pouvoir là-dedans. Je veux dire, consommer est un acte politique. Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas se tromper. Voilà.
Donc voilà, je vous lance des pistes comme ça, parfois un peu provocatrices. Le dernier élément, il est là, c'est que on ne peut pas aussi continuer à perdre autant de produits alimentaires. Alors, de la fourche à la fourchette, hein, c'est-à-dire que les pertes, elles sont colossales, en gros en tiers, hein, à peu près à tous les étages, avec, vous voyez dans ces schémas, des moments de perte plus ou moins importants. Au moment de la transformation, très important. Alors, vous voyez, la consommation, c'est plus du double. C'est-à-dire que ce que les ménages perdent, gaspillent, c'est énorme. Gaspillage pour des tas de raisons, et vous le savez tous, on l'a tous fait. Je veux dire, même si, je pense que si vous êtes là, c'est parce que, voilà, vous êtes conscient qu'il y a un souci, vous avez envie de changer ou d'évoluer, mais on a tous, à un moment donné, on n'a pas regardé les dates, on n'a plus le temps, on a fait trop de courses par rapport à nos besoins, il y a eu des annulations, je ne sais pas, de repas, etc. Et on se retrouve avec de l'aliment qui va être jeté. Parce que aussi, il y a de la perte, je reviens là-dessus sur la culture, moi je crois que c'est important, il y a de la perte des savoir-faire culinaires. On ne sait plus cultiver, j'allais dire, cuisiner, merci, les restes. C'est quelque chose, il y a plein de gens, ils ne savent absolument pas cuisiner les restes. Ils n'ont pas les réflexes aussi de savoir faire des courses. Ça vous paraît peut-être énorme, mais moi je m'aperçois, quand je vais faire des courses moi-même et que je vois des fois les gens ce qu'ils achètent, je me dis, mais ils ne savent pas faire leurs courses, quoi. Alors, je ne vous dis même pas ça. Bon, est-ce qu'il faut d'ailleurs éplucher? Voilà, on peut les faire soi-même, vous avez raison. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même et qui coûtent beaucoup moins cher. Et souvent, on a un débat, et j'en terminerai là pour un peu, voilà, les idées que je lance pour essayer voilà, que vous réagissiez très très librement. Il n'y a aucun tabou, hein. On est vraiment là pour un échange. Souvent, on me dit, moi je mange bio depuis longtemps, et on me dit, notamment, c'est une discussion que j'ai familiale assez régulièrement avec des gens de ma famille qui ont moins de moyens que moi aujourd'hui et qui me disent, ouais, mais bio, ça coûte vachement cher, c'est au moins 20 à 30%. Alors, oui, 20 à 30%, de façon très globale, ça dépend encore où, parce que ça dépend où on achète, hein, au passage. Mais je reviens à votre réflexion. C'est-à-dire que si j'achète, moi, des carottes râpées bio en supermarché, oui, 20 à 30%. Mais si j'achète des carottes sur le marché en bio ou même dans une épicerie bio et que je les râpe moi-même, je vous assure que ce n'est pas 20 à 30%. Et encore, l'élément clé, en fait, de pourquoi manger bio fait que ce n'est pas nécessairement plus cher, c'est qu'en fait... Pardon ? Alors, on n'est pas malade, mais ça, c'est pas ce qui rend immédiatement moins cher. Mais j'ai entendu autre chose. Oui, mais c'était la même réflexion. Ah, alors j'ai alors attendez, il y a plein d'idées. Donc, on en mange moins. Je sais pas, oui, peut-être on en mange moins. On en mange mieux. Voilà, moi je m'approche un peu de ça. C'est-à-dire, je trouve surtout qu'on mange pas pareil, quoi. Moi, je peux vraiment vous dire que depuis que je suis passé au bio, j'ai réduit considérablement mes achats de viande. Donc, j'ai pas supprimé complètement les produits carnés. J'achète plus de viande, par exemple, chez moi, du tout. J'en mange à l'extérieur, donc voilà, je suis pas végétarien complètement. Mais chez moi, je n'en achète absolument jamais, je n'en mange pas. J'ai réduit vraiment tous les produits carnés, à part quelques fromages. Je suis dans un coin où il y a des fromages de Turie, donc j'avoue que bon. Mais tout ça pour vous dire qu'on mange plus pareil. Ce qui coûte en bio, franchement, ce qui coûte en bio, c'est les produits manufacturés. Ça coûte une blinde, ça. Ça, oui, 30% en plus, sans aucun doute. C'est les produits carnés. C'est les produits transformés, c'est-à-dire ce que vous n'avez pas fait vous-même. Dès que vous achetez, vous voyez, des produits faits par, même pas, je vous dis, même pas par l'industrie, mais par un producteur que vous n'avez pas fait, là, la différence, elle est importante. Mais si vous cuisinez, en fait, les ingrédients de base en bio, je vous assure, vraiment, pour l'avoir fait pendant des années, et pour regarder mes budgets, j'ai regardé mes budgets pendant des années, j'étais dans une AMAP, j'ai comparé, etc., les prix, je vous assure que je ne dépensais pas plus. Mais parce que j'avais changé ma façon
de m'alimenter, je cuisinais plus, j'avais changé ma structure d'aliments, j'étais beaucoup moins dans des produits transformés, j'avais beaucoup moins de produits carnés, et là, à l'arrivée, beaucoup plus sur donc, du végétal, et beaucoup plus sur des légumineuses, par exemple, en substitut de produits carnés, et à l'arrivée, effectivement, ma consommation, mon prix était pas plus élevé. Voilà. Après, moi j'investis, mais ça c'est mon choix. Je veux dire, j'investis vraiment dans l'alimentation. C'est pour moi quelque chose qui est extrêmement important, auquel je tiens. Voilà. Après, voilà. Donc je m'arrête là, en fait.